Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'électricité. Donc il va y avoir une partie pratique filmée en travaux pratiques pour montrer concrètement comment on fait les mesures. Et puis une partie théorique, donc on va expliquer dans cette vidéo comment tu peux mesurer une auto-inductance à partir d'un circuit RLC. Donc tu peux imaginer qu'au concours on te donne un GBF, un oscilloscope numérique, une résistance, une bobine et une capacité. Tu connais la résistance, tu connais la capacité, mais tu dois trouver l'auto-inductance de la bobine. Et on va voir aussi que dans ce TP, on va être capable de mesurer le coefficient d'auto-inductance entre deux bobines qu'on va coupler entre elles. Donc ça fait en fait un peu 2 TP en un. Et puis aussi, cette vidéo est la première d'une série de 3 parce qu'on va voir 3 méthodes différentes pour mesurer un coefficient d'auto-inductance. Donc avec ce circuit RLC série, dans la deuxième vidéo, on verra le rôle d'un transformateur et dans la troisième vidéo, on verra comment on peut faire des oscillations couplées entre deux circuits par inductance mutuelle et à partir de la période des battements, revenir au coefficient de couplage, donc au coefficient d'auto-inductance et de mutuelle inductance surtout entre les deux bobines. Donc, le principe de la mesure de cette auto-inductance est basé sur le circuit RLC série et on va regarder la tension aux bandes de la résistance. Et donc en fait en faisant ça, eh bien, en fait, on fabrique un passe-bande, un filtre passe-bande du deuxième ordre, donc en mesurant Y. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure la tension aux bandes de R? Eh bien parce que quand on a un filtre passe-bande, il y a une résonance et à la résonance, en mesurant la fréquence de résonance, on va voir que c'est comme ça qu'on va mesurer indirectement le coefficient d'auto-inductance de la bobine, la self, connaissant la valeur de la capacité. Donc le circuit, c'est un GBF en régime sinusoïdal. L, C et R sont en série. L'oscilloscope sur une voie pour mesurer la tension d'entrée et sur l'autre voie pour mesurer la tension aux bandes de la résistance. Donc E de T égale E cos oméga T, US égale US max cos oméga T plus phi. Donc il y a un déphasage et une modification bien sûr de l'amplitude de la tension en sortie du filtre. Donc tu peux interpréter ça comme un filtre. Alors, pour montrer la résonance, j'ai refait rapidement le calcul de la fonction de transfert de ce filtre par un pont diviseur de tension. Donc H qui vaut US sur E en amplitude complexe, c'est R sur J L oméga plus 1 sur JC oméga plus R. Et pour le mettre sous forme canonique, donc tu dois avoir un 1 ici, donc tu divises en haut et en bas par R. Et tu peux montrer par identification avec cette forme canonique. Alors il faut résoudre un petit système de deux équations à deux inconnues. Tu ne peux pas identifier séparément le facteur de qualité et la fréquence de résonance. Mais tu peux montrer que Q donc, vaut 1 sur R racine de L sur C. Donc c'est le facteur de qualité d'un circuit RLC série. Attention, ce n'est pas une formule universelle. Si tu changes de circuit qu'un circuit RLC série, l'expression du facteur de qualité peut changer. Et oméga 0, 1 sur racine de LC, on va voir que ce oméga 0, ce n'est pas une fréquence de coupure, mais c'est la fréquence de résonance du circuit, donc de résonance en tension bande de la résistance, on pourrait dire aussi de résonance du courant, puisque tu sais que pour visualiser un courant dans un circuit, on visualise en fait une tension aux bandes d'une résistance, U égale RI. Alors, quand on prend le module de H, on a souvent l'habitude de poser petit x, donc une coordonnée, une pulsation réduite sans dimension, oméga sur oméga 0. Donc, on prend le module du dénominateur, racine de 1, donc partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors, pas besoin de faire de gros calculs pour voir que cette fonction de transfert, donc la tension de sortie, puisque ça, c'est bien sûr, c'est US max sur E, pas besoin de faire de gros calculs pour voir que cette fonction passe par un maximum quand le dénominateur est minimum, et le dénominateur est minimum, bien sûr, quand puisqu'on a la somme de deux termes positifs, quand ce terme-là s'annule, donc x moins 1 sur x s'annule, c'est-à-dire x égale 1, c'est-à-dire oméga égale oméga 0, c'est-à-dire f égale f0 égale oméga 0 sur 2pi, donc 1 sur 2pi racine de LC. Donc pour visualiser la fréquence de résonance et mesurer l'auto-inductance, on peut évidemment observer la tension en Y, et faire un balayage en fréquence, faire varier oméga, et donc empiriquement repérer la fréquence pour laquelle la tension de sortie est la plus grande, c'est la résonance. Et ça va nous donner la fréquence de résonance, et donc on va pouvoir en déduire la valeur de l'auto-inductance. Alors d'un point de vue pratique, on peut faire ça, mais si le facteur de qualité
n'est pas très élevé, la résonance va être assez floue et finalement la mesure de la fréquence de résonance, ça ne va pas être très précis. Donc ce qu'il vaut mieux faire, donc ça c'est une petite astuce que je te donne, c'est te placer en mode XY, tu vas voir, on va faire tout de suite ça sur l'oscillo. Et donc en mode XY, de façon générale, quand on met, donc ça veut dire que le temps devient un paramètre, tu ne regardes plus les courbes en fonction du temps, mais tu regardes la sortie en fonction de l'entrée. Et de façon générale, donc on obtient ce qu'on appelle une courbe de Lissajous, c'est-à-dire une ellipse. Quand tu fais cette expérience-là, voilà, tu vas avoir une ellipse qui va être encadrée, donc en X entre UE max et moins UE max, et en Y entre US max et moins US max. Et d'ailleurs, les axes de l'oscillo ne sont pas a priori le petit axe et le grand axe de l'ellipse. Mais on peut montrer assez facilement que si phi vaut 0, on a un cas particulier très facile à repérer, et très souvent le mode Lissajous, ça sert à ça, c'est que cette ellipse dégénère en fait en une droite, et donc le spot au cours du temps, alors bien sûr toi tu ne le verras pas, hein, avec la persistance rétinienne de l'œil, ça va trop vite. Dès que tu travailles à des fréquences au-dessus de 100 Hz, tu ne verras pas le trajet du spot, mais on va avoir une droite parce que tu auras US sur UE qui vaudra US max sur E, et donc voilà, les cosinus vont se simplifier puisque phi vaut 0, et donc on aura Y sur X qui vaut une constante, et donc ça fait une droite de pente positive. Alors ça, attention, ce n'est pas la première bisectrice des axes, parce que tu peux modifier la pente de cette droite simplement en jouant sur les calibres des voies 1 et 2, des voies X et Y de l'oscilloscope. Donc, pour repérer la résonance d'un filtre passe-bande, et là aussi c'est quelque chose d'encore plus général dont tu peux te resservir, eh bien, tu te mets en mode XY, tu fais un balayage en fréquence, et tu regardes quand tu obtiens une ellipse qui en fait devient une droite de pente positive, et tu sais que la fréquence, c'est la fréquence de résonance. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite en TP, et tu vas voir que c'est plus précis que la plupart du temps de repérer le maximum de l'amplitude de la tension de sortie. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, maintenant, regardons un petit peu le principe de mesure de ce qui se passe quand, au lieu d'avoir ici une seule bobine, en fait, on met deux bobines en série, l'une derrière l'autre, L1 et L2. Donc, tu vas voir que dans ce TP, il y a un peu deux parties. Dans une première partie, on mesure les inductances de chacune de ces deux bobines par la méthode que je viens d'indiquer. Donc, on n'en met qu'une à la fois. Et ensuite, on met les deux bobines en série, c'est-à-dire qu'on branche l'une sur l'autre en série. Et donc, on va voir que en fait, cette association série, parce que les bobines sont proches l'une de l'autre, alors tu sais que normalement, quand tu additionnes des bobines en série, l'inductance équivalente, c'est la somme des inductances, mais si elles sont couplées, c'est-à-dire que les lignes de champ de l'une peuvent être récupérées par l'autre, alors ça, tu vois ça dans ton cours de fin de première année en induction, elles sont couplées par un coefficient homogène à une auto-inductance qu'on appelle grand M, l'inductance mutuelle, qui peut être positive ou négative, suivant en fait que le flux créé par une bobine est positif ou négatif, donc en fait suivant le sens d'enroulement des fils. Donc comme ça, on va voir a priori que c'est pas, on peut pas difficilement prévoir parce qu'on ne maîtrise pas le sens d'enroulement des fils, mais on va voir qu'il y a une petite astuce pour s'affranchir de cette difficulté. Et donc, l'inductance de cette association, en fait, on va montrer tout de suite que c'est L1 plus L2, plus ou moins, suivant le sens dans lequel on a branché les bobines en série, plus ou moins 2 fois M. Donc ça, c'est l'impédance équivalente à cette association des deux bobines qui sont couplées, donc qui sont mises l'une en regard, l'une en face de l'autre. Alors pour démontrer ce petit résultat, eh bien, il suffit voilà, de dire voilà, les deux bobines sont en série. U1, la tension aux bandes de la première, donc en convention récepteur, donc si on va appeler I1 et I2 les deux courants, I1 par courant L1, I2 par courant L2. Donc je fais un peu comme si exprès on prend deux courants a priori différents, et bien sûr après on va dire que les deux sont égaux, mais pour y voir plus clair dans la démonstration. Donc U1 en convention récepteur, c'est L1 DI1 sur DT, donc ça c'est la FEM classique en convention récepteur, hein, U égale LDI sur DT, mais il faut rajouter le terme de couplage qui est dû, donc ça c'est le flux dû au terme du flux appliqué d'une bobine dans l'autre, et là le fait d'avoir plus ou moins, ça dépend du bobinage, donc là par convention on a pris un M positif, et la même chose pour la bobine
L2, donc là L2 DI2 sur dt, la dérivée moins dφ sur dt du flux propre, et ça c'est dû au flux appliqué. Et donc quand on additionne ces deux égalités et qu'on fait I1 égale I2 égale I, eh bien sûr on peut mettre DI sur dt en facteur, et donc on tombe sur cette égalité. Alors maintenant, comment va-t-on s'y prendre donc, pour mesurer M? Eh bien on va prendre ce circuit-là, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première mesure de fréquence de résonance quand les deux bobines sont en série. Alors on ignore si on a un plus ou un moins, mais ça n'est pas très grave. On va mesurer la résonance pour un premier branchement. Donc on va avoir une auto-inductance qui va correspondre par exemple à L équivalent 1, admettons L1 plus L2, donc plus 2M, donc une fréquence de résonance, donc qui va être oméga 1 est égal à 1 sur racine de L équivalent 1 fois C, et puis on aura donc L équivalent 2, on va simplement changer le sens du branchement en série des deux bobines pour avoir l'autre signe, et donc on aura oméga 2 est égal à 1 sur racine de L équivalent 2. Et donc par la mesure de oméga 1, oméga 2 plus précisément de F1 et de F2, les fréquences, eh bien on aura accès à toute cette somme. Et donc ayant mesuré L1 plus L2, alors bien sûr on va pouvoir vérifier que L équivalent 1 plus L équivalent 2 est égal à L1 plus L2. Donc ça c'est un bon moyen de vérification de notre calcul. Ça c'est quand on additionne les deux égalités. Et quand on les soustrait, eh bien on voit que M va être égal à L équivalent 1 moins L équivalent 2 sur 4. Et donc on va pouvoir faire cette mesure à partir des mesures expérimentales. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite en vidéo. On revient après pour exploiter les valeurs numériques de nos mesures. Donc dans ce circuit, on a un GBF numérique qui alimente un circuit RLC. Donc là, on a une boîte de capacité variable et on a donc une bobine, une inductance de 500 spires dont on ne connaît pas la valeur de l'inductance et qu'on va mesurer justement par cette manip. Et donc en série avec une boîte de résistance. Et puis sur l'oscillo, donc sur la voie 1 en jaune, on visualise la tension délivrée par le générateur basse fréquence. Et sur la voie 2, on visualise la tension aux bornes de la résistance. Bien sûr, la masse est commune entre les deux, puisque les deux sont reliés à la Terre. Donc le but pour nous, en fait, c'est de faire un balayage en fréquence. Donc là, on est en mode dual, donc en mode en fonction du temps. Donc on peut changer la fréquence, donc ici de 10 kHz en 10 kHz. Et donc visualiser éventuellement la résonance en tension. Donc on voit ici que sur la voie 2, c'est possible de visualiser l'amplitude de la voie 2 et de cette façon-là d'essayer de remonter à la résonance. Mais enfin, comme le facteur de qualité n'est pas très élevé, ça risque d'être assez peu précis. Donc là, on voit qu'on se rapproche d'un signal maximum et on voit d'ailleurs que le déphasage s'approche de 0. Donc on est à 15 600 Hz. Alors, une méthode plus précise pour repérer la résonance, c'est de passer en mode XY. Donc là, je vais passer en mode XY. Alors évidemment, quand on est avec une fréquence qui n'est pas la fréquence de résonance, la courbe de Lissajous, c'est une ellipse. Donc on peut balayer à peu près le déphasage d'un passe-bande, puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bande varie entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc là, je suis en très haute fréquence, on est en quadrature, mais je vais me replacer donc près de la résonance. Donc c'était dans les 15 kHz. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher la résonance. On va approcher la résonance en faisant varier la fréquence de manière un peu plus fine. Donc pour essayer de faire au mieux. Donc là je suis à 15 600 kHz effectivement. On va voir si on peut faire mieux en utilisant la sensibilité des calibres verticaux et horizontaux. Donc voilà, donc quand on augmente un peu la sensibilité, on voit qu'on peut peut-être rendre le trait un peu plus fin. Voilà, donc on va dire que la résonance a lieu à 15 601 Hz. Et donc grâce à cette mesure, on va remonter à la valeur de l'inductance de cette bobine
de 500 spires. Maintenant, on voudrait mesurer le coefficient d'inductance mutuelle en couplant ces deux bobines, donc en les mettant simplement en regard l'une par rapport à l'autre. Il y a de l'air à l'intérieur, on n'a pas mis de noyau de fer doux. Donc cette bobine-là va créer un flux dans celle-là, celle-ci va créer un flux dans celle-là. D'ailleurs, on ne connaît pas le signe du flux, mais peu importe, on va voir comment on peut s'affranchir de ce fait-là. Donc le but, c'est de calculer l'inductance mutuelle, l'inductance totale, pardon, équivalente à cette association. Donc il va être L1 plus L2, plus ou moins 2 fois le coefficient d'inductance mutuelle entre ces deux bobines. On s'est directement mis en mode lisse-ajout. Donc sur la voie 1, on a la tension du GBF, sur la voie 2, on a la tension aux bandes de la résistance. Et donc comme tout à l'heure, on cherche à visualiser la fréquence de résonance de ce filtre passe-bande que l'on obtiendra donc quand on aura en mode lisse-ajout un déphasage nul entre la tension d'entrée et la tension aux bandes de la résistance. Donc il suffit qu'on fasse un balayage en fréquence. Donc pour se ramener, donc le cas général d'un déphasage quelconque, évidemment, c'est une courbe de lisse-ajout qui est une ellipse. Donc voilà, c'est peut-être ça la chose la plus délicate, c'est d'approcher petit à petit un déphasage qui soit nul. Donc ici, voilà, j'étais sur les dizaines de hertz. Peut-être que je peux affiner un petit peu au hertz près en zoomant. Donc pour avoir une fréquence de résonance. Donc un déphasage nul sur la fréquence de résonance. Donc voilà, on est à 11 802 Hz pour cette configuration. Donc ensuite, il va suffire de permuter deux fils pour changer le signe du couplage entre les deux bobines. Donc après avoir mesuré un premier coefficient d'inductance mutuelle entre les deux bobines pour un certain sens de l'enroulement, maintenant tout ce qu'on a fait, c'est de permuter ici ces deux bornes pour changer le sens du courant dans une des deux bobines. Donc on ne sait pas a priori laquelle des configurations va nous donner L1 plus L2 plus 2M et l'autre L1 plus L2 moins 2M. On le saura quand on aura accès aux deux fréquences de résonance. Celle qui sera la plus grande correspondra à L1 plus L2 moins 2M, puisque la fréquence de résonance est 1 sur 2pi racine de L équivalent fois C. Hein, et puis celle qui sera la plus petite correspondra au signe plus. Bon, mais ça, on va se laisser guider par l'expérience. Donc là, évidemment, en changeant le sens des branchements, je ne suis plus en phase par rapport à la configuration précédente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On va faire un petit balayage en fréquence, donc pour essayer empiriquement de se ramener à une courbe de lisse-ajout qui soit une droite. Et donc on voit qu'on peut pratiquement faire ce réglage au hertz près, bon, sachant qu'il faut être un peu modeste par rapport à ça, parce que dès qu'on bouge un petit peu les deux bobines, on dérègle très facilement cette chose-là. Donc on voit qu'on est là à 10 329 Hz, donc ça signifie que ça c'est la fréquence la plus petite, donc qui correspondait au signe plus. Donc L1 plus L2 plus 2M, et donc celle de tout à l'heure c'était L1 plus L2 moins 2M, d'où la valeur de M qu'on va calculer tout de suite. Donc on se retrouve pour exploiter nos mesures expérimentales. Donc en ne mettant qu'une seule des deux bobines, donc successivement, on a mesuré des fréquences de résonance F1 et F2 de 15,6 kHz, 15,36 kHz, donc on avait deux bobines de 500 spires qui n'étaient pas tout à fait identiques. Et donc, en reportant dans l'expression de la fréquence de résonance qui est là et en connaissant la capacité de 10 nanofarad, on a calculé donc l'auto-inductance, donc 10,4 millihenry, 10,7 millihenry. Ensuite, donc on a mis les deux bobines en série et l'une en face de l'autre afin qu'il y ait un couplage. On a mesuré deux nouvelles fréquences de résonance, l'une plus grande que l'autre. On ne pouvait pas prévoir a priori laquelle correspondrait au signe plus et l'autre au signe moins, donc c'est forcément la plus petite qui correspond au signe plus, donc il y avait 10,33 kHz et 11,8 kHz, et ça nous permet, par un calcul analogue, à remonter donc à L équivalent 1, donc l'équivalent de cette association avec le plus, L équivalent de 18,2 millihenry avec le signe moins. Alors tout à l'heure j'ai commis une petite imprécision, hein. L équivalent 1 plus L équivalent 2 c'est 2 fois L1 plus L2, donc on peut calculer 2 fois
L1 plus L2, on trouve 41,9 millihenries. On peut calculer L équivalent 1 plus L équivalent 2, on trouve 42,2 millihenries. Donc on voit qu'on a pratiquement la même chose aux incertitudes expérimentales près. Et puis on peut calculer surtout donc, le coefficient de couplage, donc 1,37 millihenries, donc à comparer avec l'inductance de chacune des bobines. Donc on voit qu'il est quand même voilà, presque 10 fois plus petit. Bon, il y a un résultat général qui dit que M, il est forcément plus petit que la racine de L1 L2, donc on peut calculer ce coefficient de couplage, comme on appelle, qu'on pourra réutiliser pour les oscillations couplées, qu'on verra dans la troisième vidéo. K égale M sur racine de L1 L2, donc un facteur sans dimension qui vaut 0,130 et qui caractérise en quelque sorte la force du couplage entre les deux bobines. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura rendu service. Il y a beaucoup de leçons à en tirer parce que là, quelque part, on fait du filtrage linéaire avec un filtre passe-bande, on apprend à repérer une fréquence de résonance. Il y a aussi des choses intéressantes sur les circuits couplés. Bref, c'est à mon sens très très riche comme manipulation. On se retrouve pour la prochaine vidéo et là, on va parler du transformateur. Donc les deux bobines, on va les mettre l'une en face de l'autre, mais cette fois-ci, elles ne vont pas du tout être branchées en série. Il va y avoir un circuit primaire qui va être complètement désolidarisé du circuit secondaire. Et on va voir qu'en étudiant ça, eh bien, ce sera l'occasion aussi de revoir le principe du transformateur. Et ça va être aussi très instructif. À bientôt.